condamné, séquence numéro 1, entrée à ton ciel. Aujourd'hui, nous vous proposons une activité de lecture dont l'objectif est de reconnaître les différentes relations entretenues entre le condamné à mort et les autres personnages. Première interaction, le condamné vu par lui-même. Je vous présente ici les énoncés que nous allons exploiter. Moi qui suis raffiné par l'éducation, chapitre 3. Ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier de la prison et surtout quelques mots latins, chapitre 5. Je suis jeune, sain et fort, chapitre 15. Et qui, un extrait du chapitre 34, je n'étais pas méchant. Donc nous allons tout d'abord commencer par un premier travail de repérage. Et nous allons repérer le pronom personnel employé. Le pronom personnel employé, le je. N'oublions pas ses dérivés, le moi et le ma, repris 2 fois. À qui renvoie ce pronom personnel et ses dérivés? Le je et ses dérivés renvoient au personnage principal, au narrateur qui est le condamné à mort. Retenons maintenant les expressions suivantes que je vais encadrer. Raffiné, jeune, sain, fort, méchant, mais avec une négation. Quelle est la nature grammaticale de ces mots et pourquoi le narrateur les a employés? Raffiné, je me sens fort, méchant qui n'est pas méchant, si on ose dire gentil, sont des adjectifs qualificatifs utilisés par le condamné pour émettre un jugement valorisant. Pourquoi va-t-il émettre ce jugement valorisant? Eh bien, effectivement, là, il cherche à montrer un autoportrait valorisant, favorable, qui vise à traduire qu'il ne mérite pas d'être exécuté, qui ne mérite pas ce jugement. Deuxième interaction. Le condamné et sa famille. Si ces jurés l'avaient vu, au moins, ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. C'est un extrait, toujours du dernier jour d'un condamné, chapitre 9. Là aussi, nous allons exploiter les énoncés de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné qui ont une relation avec ces deuxièmes interactions. Je vais lire. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. 3 femmes, son fils, son mari, son père. 3 orphelines de différentes espèces. 3 veuves du fait de la loi. Ces innocentes, quand elles fait, on les déshonore, on les ruine. Les extraits que vous voyez là sont tirés du chapitre 9. Là aussi, on essaie toujours, par le biais du travail de repérage, de délimiter, de déterminer à qui renvoient les pronoms personnels employés. Donc, nous avons le je. Là aussi, et un tout dernier énoncé. Ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie, c'est celle-là qui me fait mal. Donc, nous avons un elle, le pronom personnel le elle, sujet, pronom personnel le les, employé à 2 reprises, pronom personnel le COD, pronom démonstratif celle et le pronom relatif le qui. À qui renvoient ces pronoms personnels? Pronom démonstratif et pronom relatif. Donc, le elle, le les, c'est le qui renvoie à la famille du condamné. Qui sont les membres de cette famille? Les membres de la famille du condamné sont la mère, la femme et l'enfant. Retenons aussi d'autres expressions. Le mot orpheline. Par quel autre mot dans la même phrase peut-on remplacer le mot orpheline? Veuve. Oui,
Le condamné a employé ces expressions car il cherche à montrer qu'après son exécution, cette famille sera sans abri et souffrira à son tour. Et là, nous retenons la synthèse suivante. Pour dénoncer la peine de mort, Victor Hugo montre ici le chapitre 9, un exemple ou un argument assez pertinent de la famille du condamné qui est victime du jugement injuste et inhumain, à savoir la condamnation à mort. On passe maintenant à l'interaction numéro 3. Le condamné et les prisonniers. L'odeur étouffée de la prison me suffoquait. Plus que jamais, j'avais encore dans l'oreille tout ce bruit de chaînes, des galériens. J'éprouvais une grande lassitude de bicêtre. L'extrait que je viens de lire est tiré du chapitre 16. Donc, nous allons partager ou parler des prisonniers, ou partager les prisonniers en deux catégories, les détenus et les forçats. Pour le faire, nous vous proposons des extraits du chapitre 5 et deux extraits ou deux énoncés du chapitre 13. Je vais lire et par la suite, on va procéder au même travail de repérage, pronoms personnels, et on va se poser toujours la même question, à qui renvoie ces pronoms personnels. Donc, le je et le il. Le je renvoie au condamné et le il au pluriel, les autres détenus. Maintenant, si je vous demande comment le narrateur a-t-il qualifié ces personnages, ces prisonniers, nous retenons l'expression bon genre et aussi misérable. Mais là, j'aimerais bien attirer votre attention sur une chose très importante. Le mot misérable ne traduit nullement une appréciation péjorative. Au contraire, il traduit ici la compassion et la pitié ressentie par le condamné vis-à-vis de ses détenus. Pour les forçats, donc là, le pronom personnel, le objet les, renvoie à cette deuxième catégorie de prisonniers. Et là, nous allons toujours focaliser l'attention sur le sentiment traduit par misérable, la pitié. Et vous allez me dire, après avoir lu ces deux phrases, que le mot pitié sonne vraiment et a un sens très important dans ce chapitre. Un profond sentiment de pitié me remuait jusqu'aux entrailles. C'était pitié de les voir appliquer sur leurs membres bleus ces chemises trompées. Donc, pitié. Pourquoi il insiste sur pitié? Là, les forçats, tels qu'ils ont été présentés dans le chapitre 13, ils ont été torturés, maltraités. Et pour le condamné, ce n'était nullement un spectacle, c'était un acte humiliant, horrible, que lui aussi dénonce. Ce qu'on peut retenir comme synthèse, c'est que le condamné, notre personnage principal, ressent un sentiment de pitié et de compassion envers les prisonniers en général, et les forçats en particulier. Et là, il dit, la grève est la sœur de Toulon. La grève le représente, et Toulon, ce sont les forçats. Et les deux sont dans la même galère. Quatrième interaction, le condamné et le représentant de la justice. En lisant le dernier jour d'un condamné, nous avons opté à partager ces représentants de la justice en deux catégories. Ceux qui condamnent le condamné et ceux qui ressentent de la pitié envers lui. Et pour le faire, on va user des énoncés extraits du chapitre 6 pour la première catégorie et des énoncés extraits du chapitre 18, chapitre 19 et chapitre
43. Donc le chapitre 6, je vais lire, et on va toujours focaliser notre attention sur les pronoms personnages parce que c'est très important. Peut-être n'ont-ils jamais réfléchi, les malheureux, à cette longue succession de tortures. Se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante que dans l'homme qu'ils retranchent? Ils ne voient dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire. Le « il », première phrase, deuxième phrase et troisième phrase renvoient à cette première catégorie, ceux qui le condamnent, ceux qui ont prononcé, ceux qui ont déclaré, ceux qui ont jugé qu'il doit être condamné à mort. Quelles sont les expressions utilisées par le narrateur pour montrer et pour décrire la façon avec laquelle on l'a condamné? Et aussi, on se demande comment juge-t-il et comment voit-il ces gens qui l'ont condamné? Cette lente succession de tortures, le mot torture peut être remplacé par souffrance, retranché, on peut le remplacer par couper. Couper quoi? Couper une tête du corps. Et l'expression, la chute verticale d'un couteau triangulaire qui renvoie à la guillotine, la forme d'exécution de la peine de mort. Donc les expressions qu'on vient de relever montrent et traduisent que la condamnation à mort est un acte inhumain, voire cruel. Deuxième catégorie, ceux qui ressentent de la pitié. Et là, on va changer un peu d'intonation. Guichetier des gardes vient d'entrer dans mon cachot. Il a ôté sa casquette, a salué, s'est excusé de me déranger et m'a demandé en adoucissant de son mieux sa rude voix. Le directeur de la prison, il m'a demandé en quoi il pourrait m'être agréable ou utile. Et puis, dans le chapitre 43, le prêtre est bon, le gendarme aussi. Je crois qu'ils ont versé une larme quand j'ai dit qu'on ne m'emporta mon enfant. Pour les deux premières phrases viennent juste après le retour de l'infirmerie. Et là, le « il » ici qui renvoie au guichetier des gardes, le « il » dans la deuxième phrase qui renvoie au directeur de la prison, et les deux représentent la justice, se comportent de manière polie et gentille. Quelles sont les expressions qui le montrent? Nous allons les relever. Donc pour la première phrase, c'est beaucoup plus par le biais des verbes d'action. Ôter, saluer, s'excuser, adoucir sa rude voix. La deuxième phrase, demander, et l'expression, l'adjectif qualificatif agréable. Pour la troisième phrase vient juste après un événement vraiment cruel. C'est le fait d'être séparé de sa fille Marie. Et là, le « il » qui renvoie au prêtre, qui renvoie aux gendarmes, ont versé une larme. Et quand on verse une larme, c'est une manière pour montrer que nous partageons ce que vous ressentez. Donc, la synthèse qu'on peut déduire, c'est qu'il faut signaler une chose très importante, que ces gens ceux qui ressentent de la pitié, n'étaient polis qu'au début et à la fin. Mais, entre-temps, ils le traitaient avec indifférence. Et cela se justifie au niveau du chapitre 22, quand il dit « Et puis, ils ont été polis. » Le « ils », ces gens qui ressentaient la pitié, ils ont été polis à l'arrivée au départ. Ne dois-je pas être content? Passons maintenant à l'interaction numéro 5. Le condamné est la foule. L'horrible peuple qui aboie et m'attend et rit. Chapitre 43. Donc nous allons essayer de lire notre corpus. Une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre. Chapitre 2.
Tout ce peuple qui se rua sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Chapitre 2. La cour était plus encombrée encore de spectateurs que pour les galériens. Déjà la foule. Et chapitre 22. L'horrible peuple qui aboie et m'attend et rit. Chapitre 48. Et puis, des marchands de sang, on m'écria à tue-tête. Qui veut des places? Chapitre 38 là aussi. Oh, l'horrible peuple avec ses cris d'hien. Chapitre 49. Donc, nous allons, vous allez essayer de faire attention aux différentes expressions que je vais souligner. Et par la suite, on va essayer de voir à quel champ lexical appartient-elle. Donc, la première expression, corbeau. La deuxième, se rua. Troisième, aboie. Quatrième, hien. Se rua. On peut remplacer le verbe se rua par se déplacer de façon affolée, comme un animal sauvage, prêt à vous attaquer, prêt à vous dévorer. Hyène, c'est un animal qui se trouve toujours auprès des cadavres. Donc les expressions que je viens de souligner sont des expressions qui appartiennent au champ lexical de l'animalité. Et là, la foule est représentée telle des animaux. En fait, pourquoi une telle description? C'est pour montrer que si, par le jugement de la peine de mort, on cherche à montrer l'exemple, et cette foule-là doit tirer exemple de la personne qu'on est en train d'exécuter, là, on est loin de l'objectif assigné par cette sentence, ce verdict. Victor Hugo montre que la peine capitale ne remplit pas son rôle prétendu par les défenseurs. Je reprends toujours le rôle. Donner l'exemple du moment où la foule considère la mise à mort comme un spectacle. La mort rend méchant. Chapitre 24. Je reprends, s'il vous plaît, faites attention. Je reprends l'énoncé, les énoncés que nous avons proposés tout à l'heure pour vous montrer voilà les énoncés. Donc, il est vrai, la foule n'est pas ici pour prendre comme exemple la mise à mort du condamné qui a versé du sang, mais ils sont là pour assister à un spectacle. Et l'expression qui le montre, qui veut des places? Le mot place en référence au cinéma ou même au théâtre. Donc, voilà lien dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'utilisation du mot corbeau et aboie pour parler du chien. Là, c'est le champ lexical de l'animalité qui a été exploité ici pour montrer que la peine capitale ne remplit pas son rôle. Donnez l'exemple. Une foule qui est là uniquement pour s'amuser, une foule affolée, une foule décrite comme des animaux. Comment peut-on remplir un tel rôle? Alors, comme prolongement, ce qu'on vous propose là, une consigne, toujours par rapport à d'autres personnages que nous n'avons pas pu exploiter dans cette activité, mais ce travail de prolongement va nous aider à exploiter davantage et à reconnaître l'ensemble des personnages qui ont été présentés dans l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Donc à partir de votre lecture du chapitre 30, le prêtre, personnage faisant partie de l'entourage du condamné à mort, a-t-il vraiment réussi à le consoler? Relevez deux expressions dans le même chapitre, chapitre 30, justifiant votre réponse. Sur ce, je vous dis merci.